Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News. Je vous dis, si vous allez dans les routes Pointe-à-Pitre aujourd'hui, pratiquement tout est bloqué déjà. Ça veut dire que le carnaval avance. Bien. Alors, Marielle, bonjour. Bonjour, Lélie. Merci d'avoir pensé à cette émission spéciale sur le carnaval et son évolution. Et on va en parler pendant quelques temps. Alors, de quoi on va parler réellement par rapport à cette évolution? Alors, ce qu'on va déjà dire, c'est qu'on a un fil rouge, un fil conducteur. Donc, ça serait bien là, on a gâché tout le plaisir avec ce que est en train de montrer à l'écran. Eh bien, on reçoit Louis Colomb comme invité, comme on le voit ici sur le flyer. Donc, on va alors Louis Colomb parce qu'il représente une figure emblématique du carnaval. Et donc, à travers son parcours, ça va nous permettre de découvrir aussi l'évolution. Bon, il est avec nous en plateau. Bonjour, Louis Colomb. Bonjour. Ce n'est incontournable pour le carnaval, hein, Louis Colomb. Alors, j'ai bien précisé que c'est une figure incontournable du carnaval guadeloupéen et pointois particulièrement. Parce qu'il faut savoir que Louis Colomb, il est né à Pointe-à-Pitre, particulièrement à la rue Frébeau, et il a précisé, moi je suis et surtout quand on sait que la rue Frébeau, ce que ça représente, ce qu'on appelait avant rue Zabim, donc c'est vraiment une rue emblématique de Pointe-à-Pitre. Et donc ce qui sera intéressant, c'est que il est venu au carnaval dans des circonstances assez particulières, donc avec ses deux casquettes. Oui. On va reprendre. Donc, c'est un amoureux du carnaval. Il a été plusieurs fois président du GDCF. Ensuite, quand on a créé... Alors, le GDCF, c'est l'ancêtre de qui existe toujours, d'ailleurs. Hein. Non. Non, ça n'existe plus. Mais bien sûr que non. GDRP, qu'est-ce qui existe en GCRP. GCRP. Alors, on va revenir un peu sur l'organigramme, parce que je vois que vous n'êtes pas trop à la page. Voilà, on va rafraîchir pour venir sur l'organigramme. Donc, qu'est-ce qu'on a à présent? On n'a plus le GDCF. Oui. On a l'Office du carnaval. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Et on reviendra. Donc, alors, je tiens à signaler ce que les téléspectateurs voient à l'écran. C'est un organigramme du carnaval guadeloupéen. Donc, on doit ce travail à un universitaire, un amoureux du carnaval qui a beaucoup écrit sur le carnaval, Joël Raboteur, qui a bien voulu nous mettre à disposition cette organisation. Mais on reviendra tout à l'heure. Donc, il y a aussi une deuxième casquette. C'est un chef d'entreprise, donc il a hérité d'une entreprise familiale. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est le point de départ. Donc, tout jeune, donc dans les années, on va dire 50? Non, allez, 40. Voilà. Oh. Tout jeune. Non, jeune, oui, les voilà. années 50. Il allait au carnaval pas 40, comme tout... Je vois que Zandronis commence à se décomposer. il allait au... faut pas le vieillir quand même. Surtout qu'il se disait, c'est pas possible, ça veut dire moi et moi, alors, et moi, qu'est-ce qu'elle va dire pour moi? Donc, non, Pardon? Et même vous. Non, moi, ça va, là-dessus. Ça va. Entre les deux. Je tiens à signaler que vous êtes de la promotion de M. Louis Colomb, entre parenthèses. Et on continue. Et donc, il allait au carnaval, comme tous les jeunes. Il s'est intéressé au carnaval. Et à l'âge de 20 ans, c'est le point de départ. C'est le point de départ de son engagement pour le carnaval, tant en tant que participant, il a participé à plusieurs groupes, en tant que carnavalier, c'est ça le paradoxe, qu'en tant qu'organisateur. Et là, il va nous expliquer pourquoi, à l'âge de 20 ans, ça a été le point de départ pour vous de votre engagement vers le carnaval. Alors, c'est pas forcément à 20 ans pile, mais c'est autour de mes 20 ans. Je travaille dans l'entreprise familiale et j'ai un ami, Freddy Marshall, qui vient me chercher, qui me dit je veux faire un char de musique dans le carnaval. Et j'ai besoin, et je sais que vous avez un petit camion dans l'entreprise, est-ce qu'on peut l'avoir? Je dis oui, pas de problème. Donc on met le camion à disposition. Et donc on va sortir ce camion avec un groupe musical. Et ce groupe musical, le premier groupe, ce sera le groupe Tabou numéro 2. Et à l'époque, le chanteur de Tabou numéro 2, un des acteurs de Tabou numéro 2, c'est Francky Vincent. Avant Francky Vincent, je dirais, c'était avant qu'il aille au service militaire. Et donc, je me trouve dans ce camion carnaval. Et on va sortir le camion 2-3 années consécutives. Et après le tabou numéro 2, Francky Vincent donc, part au service militaire. Donc, tabou numéro 2 se trouve un peu éclaté. Et on va sortir avec un autre groupe qui s'appelle les Hunters.
et on va faire le carnaval avec les Hunters. Je crois que les Hunters, c'est un groupe de Bémao. Je ne suis pas très sûre, non? Non, c'est un groupe de Pointe-à-Pitre. Alors, plus précisément, vous voyez, là où il y a les leaders du groupe habitaient, là où il y a une des statues sur le boulevard des Héros, là, enfin, celle qui est à la hauteur de... c'est la statue de la mulâtresse Solitude. Oui, rond-point Solitude, voilà. Il y avait deux frères, alors j'ai un peu oublié leur nom, et puis il y avait comme chanteur, donc il y en a un qui est mort il y a pas longtemps, là, il y a 2-3 années, qui était le leader du groupe à proprement parler, et puis il y avait aussi un des chanteurs qui existe toujours, qui est... Soudourayen, voilà. Harry Soudourayen. Harry Soudourayen, qui est donc un des chanteurs. C'est les ancêtres de Chictaï. Voilà. Après, il y a eu Chictaï, c'était la version un peu plus présentable que la première. Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut à peu près situer l'époque? Ça, c'est les années 73, 74, 75. Très bien. Mais alors, on va revenir un peu aux années 50. Alors, moi, j'aimerais savoir déjà, première question, c'est à quel moment on a commencé vraiment à fêter le carnaval en Guadeloupe? Est-ce que vous avez une idée? C'est difficile à dire, il y a très peu d'écrits là-dessus, mais on peut dire... Alors, le carnaval a toujours existé en Guadeloupe, dès qu'il y a eu une société guadeloupéenne... alors, qui était à l'origine une société plutôt blanche, hein, je dirais, des colons blancs. Et ceux-là ont emmené toutes les fêtes qui étaient liées au carnaval. Donc c'est pour ça qu'on va manger des beignets, qu'on va fêter la Chandeleur ou des crêpes pendant le carnaval. Enfin, ils vont emmener toutes les figures qu'on a dans le carnaval aujourd'hui. Enfin, qui ont un peu disparu d'ailleurs, mais qui sont reprises de temps en temps dans les groupes APO. Donc on va retrouver toutes ces figures qui sont emmenées par les gens. Les gens qui viennent ici sont souvent des gens de la campagne et qui viennent avec leur tradition campagnarde. Et voilà. Donc on va faire des crêpes, on va faire des beignets de carnaval, et c'est pour ça qu'on a des beignets. Donc la France est séparée en deux zones. Les ethnologues qui suivent ça, qui ont étudié ça, vous disent que, enfin, toutes les manifestations carnavalesques disent que la France est séparée en deux zones, la zone crêpe et la zone beignet. Donc, nous, on a bénéficié plus de la zone beignet que de la zone crêpe. Alors, pourquoi? Parce que c'est vrai que beaucoup disent que le carnaval vient d'Europe. Alors, certains même, alors, on a trouvé des écrits. Moi, j'ai trouvé un magazine, dans le magazine Ça m'intéresse. On dit que le carnaval remonte dès l'époque de l'Antiquité, où là, donc c'était pour fêter l'arrivée du printemps, où les esclaves se déguisaient, prenaient la place des maîtres, mais quand même, il y a une origine américaine, européenne par contre. Oui, le carnaval en lui-même, c'est une manifestation, et encore même pas, je dirais pas européenne, mais je dis du sud de l'Europe. Donc c'est plutôt méditerranéenne, on peut dire. Donc c'est l'Espagne, les pays lusophones, le Portugal, l'Italie. Et donc l'origine de ce qu'on appelle le carnaval, réellement, c'est l'Italie. C'est la Rome antique et la deuxième, enfin déjà après la naissance de Jésus-Christ. Et donc c'est là que, alors évidemment, c'est la récupération de fêtes qui sont faites traditionnellement, qui sont dédiées soit à des anciens dieux, soit à des choses comme ça. Et donc il y a un certain nombre de fêtes, et ces fêtes sont aussi liées au déroulement de l'année, parce que il faut bien savoir que sous les Romains, l'année s'arrêtait à la fin du mois de février. Donc le mois de décembre, c'est le 10e mois de l'année, donc décembre c'est 10. Et donc, c'est donc le 10e mois de l'année. Et en fait, il y avait 2 mois après le mois de décembre. Et c'était pendant ces 2 mois qu'avaient lieu toutes les grandes fêtes de la civilisation romaine, les Lupercales, enfin les Saturnales. Il y en a toute une série. Et c'est un peu toutes ces fêtes qui ont donné naissance au carnaval, parce que l'Église chrétienne arrive. C'est le début de l'ère chrétienne. Et l'ère chrétienne va vouloir, comment dirais-je, récupérer toutes ces fêtes pour les intégrer dans les traditions, dans ceux qui vont devenir les traditions chrétiennes. Et donc, voilà, ça va être un peu régulé au fur et il faudra quand même
presque 20 siècles pour réguler ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand même, l'Église a combattu un peu. Et au 8e siècle, en effet, ils ont récupéré et ils ont ajouté le fameux jeûne pour un peu calmer les choses. Et que nous connaissons voilà. après. Et jusque-là, donc, c'est là où le calendrier chrétien grégorien qu'on a aujourd'hui sera donc officialisé. Et donc, tout va se caler par rapport à ce calendrier grégorien. Et donc, les rites, ce qu'on appelle les rites de l'Église, vont se caler sur un truc. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des carnavals qui sont décalés dans le temps. Toutes les zones qui ont été d'origine protestante, parce que le protestantisme est arrivé à ce moment-là, ont récupéré l'ancien calendrier dit ambrosien. et donc, le carnaval, chez eux, il y a des villes en France où le carnaval, et la semaine d'après, les villes qui ont été très protestantes, le carnaval, c'est souvent 1 ou 2 semaines après le carnaval. C'est le cas, par exemple, au Québec. C'est le cas qu'on va trouver au Québec, mais c'est aussi, on va trouver ça en France, dans certains carnavals des villes qui ont été très protestantes. Alors, on va revenir à la Guadeloupe et on va revenir à vous particulièrement. Et donc, au fait que vous aviez 20 ans, une vingtaine d'années, vous commencez l'organisation. Alors, le carnaval, à cette époque-là, il avait quelle coloration? Donc, ça représentait quoi? Alors, d'abord, pour nous, dans la zone pointoise, il n'y avait plus de carnaval. Donc, on sortait, il y avait le char que j'organisais avec Freddy. Il y avait un groupe de jeunes qui s'appelait Plastic Boy, qui était né en 1964. Et il y avait un deuxième groupe qu'on voyait plutôt donc, dans les années 75 qui s'appelait la Bande à Masselin. Et ces deux groupes ont récupéré quelque part, et le Plastic Boy a servi un peu d'intermédiaire, parce que c'est eux qui ont récupéré un peu le son qu'on entendait de Massa Saint-Jean et qui l'ont adapté à des tambours en plastique. Et donc, du coup, la Bande à Masselin est venue après en prenant des tambours en fer blanc, d'ailleurs, qui sont les tambours traditionnels de Massa Saint-Jean, et ils sont revenus sur Massa Saint-Jean avec des tambours en peau. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne. Alors, on a passé un peu vite l'image de Plastic Boy, et j'aimerais bien que notre réalisateur revienne sur l'image de Plastic Boy, si c'est possible, où on perçoit quelques déguisants marionnettes. Si c'est possible de revenir sur cette image. Merci. Voilà. Donc... Alors ça, on a la date précise, oui. Puisque c'est le premier carnaval organisé par le GDCF, et c'est en 1976, et c'est le Mardi Gras de 1976. Et Plastic Boy qui ouvre le défilé, Plastic Boy décide de prendre à contre-pied l'organisation des carnavals qu'il y avait un peu les derniers temps, et qui voulait que ces carnavals étaient ouverts par des majorettes. Et donc, on a dit, bon, l'histoire de majorette, on casse ça. Et donc, on a commencé à casser les codes en s'habillant, nous, en majorette. Donc, il n'y avait que des garçons. Pratiquement, il y avait une seule fille dans le groupe, ou deux. Donc, on est sortis habillés en majorette. C'est très bien. Voilà. Mais c'est vrai que là, on est déjà dans les années 70. Alors, si on peut revenir au moins dans les années 50, il y a un groupe emblématique de ces années 50 et qui a perduré. Hein, c'est l'une des rares groupes traditionnels qui a gardé son authenticité, c'est les Mas Vieux-Fort. Alors j'aimerais bien qu'on revoie l'image du Mas Vieux-Fort dans les années 50. Voilà, ça c'est une carte postale en fait qui a été faite par, comment s'appelle ce photographe de Basse-Terre, Catan. Et donc voilà, qui représente les masques de Vieux-Fort dans les années 40, je pense, ou 30, et qui sont vraiment les masques de Vieux-Fort originaux. Alors, si on peut garder un peu l'image à l'écran, s'il vous plaît, merci. Mais moi, par exemple, je veux quand même interroger M. Zandronis, qui, on n'a pas entendu, mais vous inquiétez pas, il est bien avec nous. Vous avez connu, vous êtes de Basse-Terre, vous avez connu les Mas Vieux-Fort petits, ça vous rappelle quelque chose? Ils sont en train de se refaire, parce qu'hier, on a passé un reportage sur Canal, justement, les Mas de Vieux-Fort reviennent, comme ils sont exactement habillés, comme on les voit là.
Et à Vieux-Fort, ils ont fait un petit show la semaine dernière. Et ils seront, je crois, dans le carnaval de Basse-Terre. C'est-à-dire qu'ils étaient habillés d'une certaine manière, comme ça, avec beaucoup de madras à l'époque. Et avec des tambours un peu particuliers. Alors justement, la question que je voulais poser à Louis Colomb, c'est que quand on voit les tambours qu'ils ont, sont des tambours à deux, comme on dit, tambours à débonda, comme ils ont déjà, même avant, même ce qu'on appelle les Massa Saint-Jean. Donc ça veut dire que cette tradition-là, elle il y avait ancienne. Plusieurs types. Oui, il y avait plusieurs types de tambours, d'instruments, de façon qui étaient à deux. C'est là où on peut voir la différence qu'il y avait entre les différents groupes. Parce que sur certaines photos, donc on revoit certains groupes de carnaval et on voit les gens qui sont derrière qui font la musique. Et donc Massa Saint-Jean, c'était, comment dirais-je, ils avaient 2 tambours en fait. Oui, 2 tambours. Ok. Et ils n'avaient pas tellement, je ne pense pas qu'il y avait tellement d'autres instruments. Enfin, on ne les voit pas avec d'autres instruments. Il y avait d'autres. Alors, quand on regarde les masses à Vieux-Fort, les masses de Vieux-Fort, ils avaient plusieurs instruments. Donc, ils utilisaient des flûtes. Qu'ils utilisent toujours. Ils utilisaient, mais on avait ça aussi, je pense, même dans les masses qu'on voyait sur Pointe-à-Pitre à ce moment-là, ce qu'on appelle le tambour aujourd'hui, qu'on dit de basse, mais en fait qui est le tambour basque. Basque, Donc, qui était le tambour basque, qui est un tambour plus plat, qui ressemble à un gros tambourin en fait. Et puis il y avait des accordéons, et il y avait beaucoup de flûtes. Et, en fait, le carnaval, les instruments du carnaval, c'est des instruments à percussion, donc tous instruments qui font du bruit, et des instruments à vent, donc tous les instruments qui font circuler le vent, l'air, les fluides. Voilà. Mais ça nous emmènerait trop loin, je veux dire, on ne va pas aller là-dedans. Et donc, voilà, qu'est-ce que... Ben là, alors, on est aussi, alors là, on est dans les années 50. Après les années 60, ça évolue. On parle de vidé. Je vois qu'on a une photo des années 60 avec le vidé. Voilà, donc là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, le carnaval est composé de... Il y a plusieurs composantes dans le carnaval. On va trouver ces groupes de masques, qu'on a dit, qui sont des groupes de 10, 15 personnes maximum. Donc vous voyez bien là les masques de Vieux-Fort tout à l'heure, il y a une quinzaine de personnes. Les masques qu'on trouve sur Pointe-à-Pitre aussi, qui font des choses, ils sont pareils. Alors ça, c'est une première phase, et ça, c'est la phase qu'on a toute l'année, enfin toute la période précédant le carnaval, qui sortent souvent le dimanche ou le matin, qu'on trouve à la fin de la messe, etc. Donc on va trouver les mocos zombies, les masques à cornes, les masques comme on vient de le voir, etc. Et les masques à miroir aussi. Les masques à miroir, donc il y a plein, les masques à ruban, etc. Il y a les masques à ruban qu'on a pu voir tout à l'heure. Et donc souvent, c'est des troupes un peu différentes. C'est pas forcément les mêmes troupes. Les mocos zombies, etc. Donc ça, c'est des masques qu'on va voir tous les dimanches pendant la période du carnaval. Ensuite, il va y avoir la parade. Le côté parade, donc alors sur des chars, sur des... oui, en général des petits chars ou des camionnettes, des petites camionnettes souvent, où on va avoir donc, toutes les figures style princesse, les contes de Perrault, les costumes traditionnels des régions, etc. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler le vidé. Donc le carnaval d'aujourd'hui est le mélange de tout ça. C'est-à-dire ce qui était le vidé, donc c'est l'image qu'on a maintenant. Le vidé, c'était des camions, des petits camions avec des orchestres, et derrière la foule qui revenait. Alors le vidé, c'était principalement à la fin du défilé du Mardi Gras. Il y avait une partie vidée. Il y avait la sortie des balles. Ce n'était pas des boîtes de nuit à l'époque, c'était les balles titane, etc., qu'on appelait comme ça. Et après, les balles, les gens sortaient dans la rue et faisaient une sorte de vidé comme ça. Donc c'était le truc du matin. Et le mercredi décembre, il y avait le vidé. Là, on voit le Vaval sur la camionnette. Et le Vaval était brûlé à la fin du vidé de mercredi décembre. Mais à cette époque-là, donc là, on a une idée de la musique, on a une idée des costumes, on a une idée des décors. Mais moi, alors en tant que femme, je me pose la question, j'ai vu sur plusieurs photos, on ne voit pas beaucoup de femmes, à moins que ça soit dans les chars. Quelle était la place des femmes dans le carnaval à cette époque-là? Alors, la société, là sur la photo qu'on a, on voit qu'il y a des femmes.
Mais la société, comment dirais-je, se crispe dans les années 70, commence à ressembler à celle qu'on a aujourd'hui, et les hommes deviennent très agressifs vis-à-vis des femmes. Donc le carnaval devient une affaire d'hommes. Quand moi j'ai commencé, il n'y avait pratiquement pas de femmes dans le carnaval. Et c'est quand va se créer cette notion de groupe et les groupes qui existent aujourd'hui qui vont sortir, c'est ce qui va permettre aux femmes de revenir dans les groupes de carnaval, parce qu'à l'intérieur d'un groupe de carnaval, les gens sont protégés. Ils se protègent l'un l'autre. Donc il y a des garçons d'un côté costauds et les femmes qui peuvent rentrer et ne plus se faire agresser. Donc les femmes vont réintégrer le carnaval après les années 70, 80, enfin dans ce truc. Parce que là, j'aimerais bien qu'on voit une photo. Alors, vous m'avez dit que c'était l'une des premières femmes musiciennes, donc on va la dévoiler. C'est Nanou Dessout. Donc, si on peut la voir à l'écran. Nanou Dessout, la première femme musicienne. Et qui était la fille d'un ancien maire de Pointe-à-Pitre, et qui était dans Plastic Boy, et qui était une des premières femmes qui a pu intégrer un orchestre de carnaval et qui jouait dans le groupe Plastic Boy. C'était une des tambouillées de Plastic Boy. Alors, je crois qu'il a du mal à trouver la photo. Oh, elle est au numéro 23. Je pense que ça va l'aider si je lui dis qu'elle est au numéro 23. Voilà, cette photo de Nanou Dessout en numéro 23. Et la photo, donc, on voit, c'est rue Frébeau, hein, en fait. Voilà. La photo du vidé. Non, on n'en a pas. Si. C'est une dame avec un tambour qu'on ne voit qu'elle, mais bon, c'est pas très grave. On va pas très grave. Oui. On n'a pas de numéro. On n'est pas numéroté cette photo. Bon, c'est pas grave. Non, mais si on passe toutes les photos, on va la trouver. C'est sûr qu'on va la trouver. Passe les photos en revue, on va tomber dessus. On va forcément nécessairement. tomber dessus. Ça serait après, bien pas celle-là, ça c'est les masses Vieux-Fort. Ça c'est. Alors ça c'est à Tata Combo. À Tata, c'est l'ancêtre d'Akio pratiquement. Voilà, ouais. C'est le premier, ce qu'on peut qualifier de premier groupe à peau. Vous voyez, ils ont des petits tambours en métal, c'est des grosses boîtes métalliques de conserve avec les deux bondas, comme on dit, en peau. Bon, là, alors, on se situe quand même dans les années 80, Tata Combo. Oui. Celle-là, c'est sur la fin de Tata Combo, on est déjà au début des années 80. Et c'est ça qui va donner naissance à pratiquement les masses. Après. Oui, absolument. Oui. Et ils ont repris un peu... Parce que j'ai vu qu'Akio a déjà plus de 40 ans. Oui, enfin bon... On va pas rentrer dans ce débat-là. Oui, je sais que c'est un débat qui est un petit peu particulier. Oui. Il semblerait qu'ils existaient déjà dans les années 80. Enfin, en 80, pas avant 80. Pas avant 80, c'est après à Tata Combo. Après à Tata Combo, c'est quand même ce groupe qui joue dans le premier disque de Kassav et qui accompagne avec de la musique des tambours de carnaval dans le premier disque de Kassav. Donc il a dû sortir dans les années 78, 79. Ben, alors, juste une question, Loulou. Qu'est-ce qui crée l'origine même des groupes à peau? À quel moment vraiment on bascule? Je pense que c'est la fameuse affaire Hugodeau. Oui, le préfet qui a interdit à Oui, alors j'ai des versions différentes. À l'époque, j'étais président. Oui. Et donc je me suis fait convoquer à la préfecture, à la sous-préfecture. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, donc il va y avoir plein de versions, évidemment, la version un peu idéologue. Bon, mais Hugodeau, c'était un préfet, je ne sais pas si... Il est sous-préfet d'ailleurs. Il était sous-préfet, pardon. Il était sous-préfet de Pointe-à-Pitre et c'était un adepte des familles nombreuses. Oui. Alors, Hugodeau, c'est le premier gars ici qui avait une voiture style Espace Renault, là. Les monospaces de l'époque. Les monospaces de l'époque, parce qu'il avait, je crois qu'il avait au moins 7 enfants, un truc comme ça. Et il a même écrit d'ailleurs un livre sur la famille nombreuse. Et donc à l'époque, il habitait à la sous-préfecture à Pointe-à-Pitre et il voyait, voilà, Nani Dessout. Voilà. C'est bien. On peut revenir. Merci. Ouais, c'est bien elle. Voilà. Nani en fait, et qui était donc voilà la première fille qui a joué du tambour dans un groupe de masse. Et
Et donc, Hugo Do, qui était un amoureux de la famille nombreuse, sous ses fenêtres, tous les dimanches, avait Akio, qui venait jouer de la musique pour des gens qui étaient emprisonnés après les premiers attentats des années 80. Et alors, c'était pas le fait que les gens viennent jouer là qui l'ont choqué. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que lui m'a dit. Il me dit, par contre, ce qu'il ne supportait pas, c'est que les gens viennent avec des enfants et que lui disait que c'était une espèce de comment dirais-je, embrigadement mental des enfants, il y a un nom pour ça. Et c'est ça qui le choquait. Et donc, Hugo Do a fait une note aux renseignements généraux de l'époque, à la police, en leur disant, est-ce qu'ils peuvent faire savoir à ce groupe qu'il y a des choses qu'ils ne devraient pas faire. Alors, il y a eu une fuite sur le courrier qu'il a fait, mais j'ai copie de ce courrier-là, donc c'est des pièces qui existent. Et donc, il y a eu une fuite, il y a quelqu'un de la police qui a fait passer le papier aux gens d'Akio, qui effectivement ont un peu, à mon avis, surréagi, mais qui ont réagi à ça en faisant un grand courrier, en disant qu'on veut leur empêcher de faire les masques, etc., et qu'ils ont envoyé Hugo Do promener, et ils ont fait un appel de soutien en disant aux gens de venir les soutenir. Oui. Donc le dimanche après, je crois que c'était en 85 en fait. Hein. Oui. Et le dimanche d'après, évidemment, Akio, qui est un petit groupe de 40-50 personnes, s'est retrouvé avec un groupe de 500 personnes. Et là est partie l'histoire d'Akio et ça a gonflé, ça a gonflé. Moi, je m'en souviens parfaitement. J'y étais d'ailleurs. C'était l'une des premières sorties avec Akio, en effet. C'était quelque chose. Et il y avait des revendications à ce moment-là. Est-ce que c'est aussi un tournant sur ces revendications qu'on a l'habitude de faire? Après, c'était moi je ne sais pas mon truc. Le carnaval, c'est de la dérision et on s'est souvent caché derrière la dérision pour faire de la revendication. Pour moi, ce n'est pas le lieu de revendication, mais par contre, c'est un lieu d'expression souvent acerbe et qui peut être très violent au niveau de la parole, au niveau de la vue, sur les dysfonctionnements de la société, que ce soit les hommes politiques, l'Église, etc. Donc, moi, j'adhère complètement à cette idée-là. J'adhère un peu moins au truc revendication. C'est pas un espace politique, le carnaval. C'est un espace de la société qui s'exprime en bien ou en mal sur des choses qui se font. Voilà. Mais c'est pas un lieu, pour moi, c'est pas un lieu de revendication au sens syndicaliste du terme ou politique du terme. C'était un peu court. On n'a pas malheureusement pu voir toutes les photos et ça, je vous remercie. Hein. Vous nous avez donné une vingtaine de photos pour illustrer un peu cette évolution du carnaval. Donc là, nous sommes dans les années en 2020. Le GDFCF n'existe plus. Après, je veux rajouter quand même, nous avons une caractéristique du carnaval guadeloupéen, au-delà de la musique, des décors, des costumes, mais c'est aussi notre organisation. On est l'un des rares à avoir cette organisation qui a souvent été copiée par d'autres carnavals, paradoxalement. Alors, oui, on a une organisation alors, qui est extrêmement bénévole, et principalement bénévole, et qui souffre de ça d'ailleurs. Parce qu'on hésite, on est toujours en train d'hésiter entre le bénévolat dans lequel on est aujourd'hui et le professionnalisme. Et les deux voies ont leur danger. Donc rester dans un bénévolat absolu, c'est être condamné quelque part à ne plus pouvoir suivre l'importance que ça a pris. Et par contre aussi, passer dans un professionnalisme emporte un certain nombre de risques et qui est celui de perdre un peu l'âme du carnaval, etc. Donc il y a un chemin à créer, qui est en train d'être créé, hein, avec ça monte, ça descend, il y a comment dire, juste une dernière question. Oui. Est-ce que, en tant qu'ancien président de l'Office, on peut penser que d'ici quelques années encore, le carnaval puisse se professionnaliser et être un vecteur économique de développement économique? Alors, c'est un vecteur important parce que les sommes qu'on investit dans le carnaval en Guadeloupe sont à peu près, ont un retour sur investissement d'environ 10 fois. Oui. Donc, c'est important. Et on est déjà dans la professionnalisation, avec un exemple de Gimbo All Star, je ne sais pas si on aura là.
où on voit déjà qui sont dans cette, ou qui sont en termes de création d'emplois. Donc il faut savoir qu'il y a des gens pendant cette période-là qui travaillent pour Guimbaud. Ils ont un site internet, un peu comme on voit à ce qui se fait un peu à Trinidad. Comme, voilà, tout à fait. Voilà. Bien, merci. C'est toujours trop court. Oui, c'est toujours trop court. On devait même parler de cinéma. Très rapidement, le nom du film quand même à voir cette semaine. Emmett Till, donc à voir, c'est le combat d'une femme. C'est un film d'une Nigériane, américano-nigériane. C'est un très beau film. Je vous conseille de le voir ce week-end. On n'a pas pu malheureusement faire gagner une place de cinéma. Ça sera pour la prochaine fois. On le fera. Je vous promets, on le fera. Emmett Till, un film effectivement visage d'une révolution. Film à voir et à revoir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On a commencé Carnaval ce matin avec, bien sûr, le groupe Kozeika. Il n'y a que des femmes. 15 femmes qui sont venues ici en direct faire un show pratiquement. Et puis on a reçu Jacques Bangou et Madame Lopin pour parler d'un problème très grave qui se pose, c'est le problème des sols vivants en Guadeloupe. Parce que Jacques Bangou a dit quelque chose d'extrêmement important. Dans quelques années, peut-être, Petit Pérou, il faudra absolument tout revoir. L'extension économique, etc. Petit Pérou, ça ne tiendra pas parce que à cause de la montée des eaux, et Fiona a été une alerte importante et qui a fait une prise de conscience. Donc il y a un atelier qui a été mis en place pour Cap Excellence. J'espère que les autres lieux comme la région du Gosier, mais aussi Pointe-à-Pitre, surtout le visage de Pointe-à-Pitre, qui va peut-être changer. Peut-être que dans quelques temps, la place de la Victoire ne sera plus ce qu'elle est, parce que les eaux commencent à monter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis. Le carnaval commence... Il a commencé, puisque les routes de Pointe-à-Pitre sont bloquées, je le disais, vendredi, samedi, dimanche. Et je donne un dernier rendez-vous, parce qu'on a eu Amel Fatia du MAC qui donne un rendez-vous ce week-end pour les masses à ruban. C'est quelque chose de très symbolique qui va être organisé par Raymond Tourin. Rendez-vous donc au MAC à partir de 15h, ce sera lundi. Merci en tout cas. Merci Marilène. Merci Louis Coulon. Louis Coulon, je le redis une dernière fois, il faut écrire un livre. Et je le dis en direct. Bon, voilà, c'est fini. Un jour, j'avais trouvé le temps. Oui, réalisation Jordan avec Mélanie, avec soutenu par Njoana. On se retrouve la semaine prochaine après le carnaval.